Et votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Édouard Tétrault. Bonjour. Bonjour David. Essayiste et conseiller de dirigeants d'entreprises et pas des moindres, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Les Paradise Papers, j'avais envie d'avoir votre réaction là-dessus. On sait qu'il y a des progrès qui ont été réalisés pour traquer les centaines de milliards d'euros qui échappent au fisc, mais surtout aux caisses de l'État pour financer notamment notre modèle social. Des choses ont été faites. La fin du secret bancaire, bon, on dirait c'est merci Obama. L'échange automatique d'informations entre administrations, ça sera une réalité en 2018. Mais les Paradise Papers nous montrent qu'il y a encore du boulot, il y a encore du taf à faire pour, on va dire, limiter l'optimisation fiscale à outrance, notamment des multinationales. Je ne sais pas si vous avez vu Nike, ce qui se passe sur Nike. Nike, quand même, ça c'est incroyable, qui profite des trous dans la législation aux Pays-Bas pour réduire son taux d'imposition à 2% en Europe. Absolument, Nike, vous pourriez citer aussi Apple, Ouais. Starbucks, un très grand nom, Google, Facebook, Amazon. Vous pourriez citer un très grand nombre d'entreprises américaines. On le C'est savait, ce qui- Nike c'est plus nouveau pour le coup. Absolument. Il y a trois choses qui me frappent dans les Paradise Papers, trois enseignements que j'essaie de tirer. Le premier, d'abord, il faut savoir maintenant que tout se sait. On ne va pas faire de parallèle avec l'affaire Harvey Weinstein, mais nous vivons dans un monde où tout se sait, où le secret, notamment le secret bancaire, le secret fiscal, est devenu une impossibilité. Le travail d'enquête, de journalisme d'investigation qu'ont fait les grands médias mondiaux associés à ce projet a été absolument remarquable. Première chose, tout se sait. Donc, de facto, l'intérêt des paradis fiscaux, des endroits où l'on va cacher son argent, sa fortune, va, je pense, de trimestre en trimestre diminuer. La deuxième chose, qu'est-ce que l'on sait ? On sait de façon assez spectaculaire que, en fait, c'est d'abord un problème américain avant d'être européen. Vous avez vu, probablement on va citer nos confrères du Monde, Bien sûr. Le Monde indiquait que 13 proches du président Trump étaient visés par les Paradise Papers. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est aussi en creux, vous n'avez aucun proche de l'exécutif français ou allemand qui est visé, concerné par cette enquête. C'est d'abord et avant tout un problème américain, avec des firmes américaines, des comportements américains qui utilisent à outrance ces facilités. Le troisième point que j'ai envie de souligner, c'est que nous avons aujourd'hui un exécutif français qui prend acte de ce qui est en train de se passer, et qu'est-ce qu'il fait ? Il supprime l'ISF. Et il est donc en train de dire aux capitaux mondiaux, ce n'est plus la peine et notamment aux Français, ce n'est plus la peine de chercher à se planquer à droite, à gauche, au centre, au Liechtenstein, au Luxembourg, en Suisse. Venez en France, la fortune n'y est pas taxée comme ça a été le cas depuis François Mitterrand. Même si ça reste essentiellement, mais pas que, un problème américain, qu'est-ce qu'il faut dans cette histoire? Parce qu'il y a, encore une fois, il y a la loi, et puis il y a la morale et l'éthique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se dit qu'il faut blâmer les évadés fiscaux? Alors ça, c'est une catégorie un peu fourre-tout. Ou donc évadés fiscaux qui sont adeptes, voilà, de l'optimisation fiscale un petit peu échevelée, ou simplement de demander aux États de coopérer pour empêcher ces pratiques fiscales qui minent les rentrées justement fiscales. Et en même temps, on se dit qu'une coopération est illusoire. On voit déjà qu'en Europe, on a du mal à se mettre d'accord. Bon, moi je crois que ce qui est important, c'est de boucher les trous dans la raquette. Je vais prendre l'Union européenne. Aujourd'hui, il n'est pas acceptable que des pays comme l'Irlande, le Luxembourg, Malte et Chypre soient aujourd'hui des paradis fiscaux pour les entreprises, mais aussi les particuliers européens. Si nous voulons une véritable Union européenne qui attire les capitaux, qui puisse financer aussi des États, vous savez, les États, je vous entendais tout à l'heure, les États, on en a besoin en termes de défense, de police, de sécurité, de médecine publique. Qui finance les États sont nous et les entreprises. Quand vous avez des pays qui sont les mauvais joueurs de l'Europe, comme l'Irlande, le Luxembourg, Malte et Chypre, il faut traiter cela en priorité. Sauf qu'il faut, vous le savez, l'unanimité sur les questions fiscales en Europe. Donc ça veut dire qu'on ne trouvera jamais d'accord. Ah, C'est mais là, insoluble, non? je pense que nous avons un exécutif français qui a changé, qui envoie, Mais c'est la règle. qui envoie des messages importants. Mais le pendant de cette règle-là, c'est si vous ne voulez plus faire partie de cette union-là, eh bien, nous vous montrons la porte. Et l'Irlande, le Luxembourg, Chypre et Malte, demain, en dehors de l'Europe, n'existent plus. Regardez ce qui est en train de se passer en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne est en train de réaliser que le coût pour sortir de l'Europe, pour se défausser de la règle commune européenne,
pourrait être exorbitant. Bon, ce n'est pas le sujet du jour, mais cela montre bien que l'Europe, et ça il faut en donner crédit au président français, ce n'était pas le cas avant, l'Europe a un poids politique que les pays commencent à comprendre. Parce que les démocraties doivent se faire respecter, parce que c'est le consentement, vous le disiez, à l'impôt qui est derrière de tous les contribuables qui est en jeu pour financer le modèle social, les dépenses militaires, etc., le régalien. Absolument. Si vous lisez l'Ancien Régime et la Révolution de Tocqueville, qui explique les racines de la Révolution française qui sont très, très profondes, vous comprenez que c'est d'abord l'exemption de l'impôt sur les plus riches et les plus mobiles déjà, qui en fait a généré l'idée que la société n'était plus unie, ne pouvait plus l'être, ne devait plus l'être. Et donc c'est organiser, on est toujours là, assiette large mais taux bas, voilà la priorité que l'on doit avoir pour les différents gouvernements européens. C'est possible si on bouche les trous des paradis fiscaux européens. Parce que la situation est explosive, c'est pas moi qui le dis, mais c'est Mohamed Younous, l'ancien prix Nobel, qui disait que justement, avec cette optimisation et tout cet argent qui ne rentrait pas dans les caisses de l'État, la situation était explosive potentiellement. Oui, et je me rends compte en vous écoutant que je n'ai pas répondu à une partie de votre précédente question. Moi, je ne suis pas pour tabasser. C'est pas une bonne politique, et moralement, je ne sais pas non plus, de dire « Oh là là, vous aviez planqué, ben maintenant on va vous tabasser, ça va vous coûter encore plus cher. » Parce que dans ces cas-là, vous êtes sûr que les capitaux, l'argent ne reviendra jamais irriguer votre économie. Je ne vais pas parler du mot d'amnistie fiscale, hein, c'est ce que l'Italie a essayé de faire, mais c'est tout simplement de dire revenez en France, il n'y a plus d'ISF, point barre. En revanche, il n'y a quasiment plus, il il en reste un petit peu encore. Non, il n'y a plus, c'est un impôt sur l'immobilier, si vous avez des valeurs mobilières pour investir dans l'économie, ce n'est plus taxé. Donc moi je préfère de loin cette approche-là qui permet d'attirer à nouveau les capitaux et d'avoir une règle commune. Alors, on parle de Donald Trump, cher Édouard Tétrault, parce qu'on est un an, pile poil après son élection. Quel bilan? Déjà, l'impopularité, mais ce n'est pas un bilan qui atteint des sommets. C'est intéressant, 65% des Américains pensent que Trump n'a peu ou carrément rien fait depuis son élection. Sondage ABC News. C'est la présidence la plus prévisible, d'accord, la plus chaotique, la plus désordonnée. Encore qu'on a connu Nixon aussi, c'était un peu désordonné. Oui, ce qui est frappant, c'est qu'il n'arrive quasiment rien à accomplir. Il est toujours bloqué. Beaucoup de décrets, il y a beaucoup de décrets qui ont été signés. Alors voilà, mais même ces décrets sont jugés soit anticonstitutionnels, sont retoqués, c'est assez extraordinaire. Vous voyez, même une réforme où là le Parti républicain pourrait signer les yeux fermés pour baisser les impôts, cette réforme n'arrive pas à aboutir. Pourquoi ? Parce que M. Trump ne travaille pas et crée des conditions telles que ses conseillers autour de lui ne peuvent pas travailler sérieusement. La réforme fiscale, c'était un PowerPoint d'une vingtaine ou trentaine de slides qui n'étaient ni fait ni à faire, c'était juste baisser les impôts à droite et à gauche. Un budget, ça demande, on va peut-être en parler pour la France, c'est un travail de précision, c'est un équilibre. Donc, il ne travaille pas. Deux, les intelligences autour de lui passent tellement de temps à essayer de le neutraliser, de corriger ses erreurs, ses bourdes, qu'il n'arrive pas à produire. Et trois, sur les grands sujets, eh bien effectivement, rien n'est passé. Même l'Obamacare qu'il voulait démanteler, il est toujours là, et Dieu merci pour les Américains, notamment les Américains pauvres, il sera là pendant très longtemps. C'est un contraste saisissant de voir qu'en un an, M. Trump n'a rien fait, à part peut-être casser l'accord avec l'Iran, ce qui est en train de provoquer créer les germes d'un très grave conflit potentiel au Moyen-Orient. À l'inverse, en 6 mois, vous avez un président français qui a fait plus que les deux derniers présidents réunis sur les affaires économiques et fiscales notamment. Mais en même temps, les Américains considèrent dans Côte de Tiers qu'il a peu ou rien fait, mais en même temps, on se dit qu'il n'a pas chômé non plus. Quand on voit l'escalade de la violence avec la Corée, l'Iran, vous le citiez, la sortie de nombreux traités, il a quand même fait des choses. Après, on ne peut pas aimer, mais en tout cas, il a quand même fait des choses.
Écoutez, même son mur contre le Mexique, Oui, que voilà, personne ne veut financer aujourd'hui. que personne ne veut financer, il y a des échantillons grotesques, testez votre mur, etc. Sur ce plateau, j'ai dit, je pariais qu'il allait être destitué. Je dois reconnaître qu'il a une capacité de résilience, qui fait qu'un an après, il est toujours là, malgré tout ce que l'on commence à savoir, l'enquête du procureur Mueller sur les liens, le financement de la campagne de M. Trump. Mais il dispose de la majorité dans les deux chambres. Par la Russie. C'est compliqué quand même de se faire destituer. Oui, il faut les 2 tiers pour être destitué. Exactement, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait... Il faudrait la confirmation qu'il a été élu grâce à un soutien explicite de la Russie. Ça, ce serait... Donc le bilan législatif, pour y revenir, il est mince. C'est vrai qu'aucun texte ne porte encore une fois sa signature. Vous évoquiez l'Obamacare, qu'il n'a même pas réussi à abroger. La réforme fiscale actuelle, elle est en cours, elle n'est pas aboutie, mais on y va tout droit, même si elle est un petit peu atténuée, allégée. Elle part dans le bon sens. Écoutez, sur les baisses d'impôts, sur les sociétés, on devait passer de 35% à 15%, on sera à 20%, on n'est pas très loin quand même, non ? Oui, je ne sais pas. En même temps, ce que l'on voit, c'est que depuis son élection, la croissance américaine est en train de fléchir. Oh, ah oui, d'où sur ça ? Absolument. Et la croissance américaine est en train de fléchir. 3% sur le troisième trimestre, 3% oui, mais au deuxième. Elle était déjà là, donc il n'y a pas un effet Trump. Oh, vous l'avez dans le nez, dis donc. non, mais on essaie de voir concrètement ce qui s'est passé, parce que c'était votre question, depuis son élection. Sur le plan économique, pas grand-chose. C'est vrai que les grandes entreprises, très grandes bénéficiaires et utilisatrices, comme on l'a vu avec les Paradise Papers, de l'optimisation fiscale, voudraient que l'impôt sur les sociétés baisse encore davantage. Nous verrons s'il en aura le temps et les moyens législatifs. Ouais. On attend toujours d'ailleurs parmi ses promesses. Il nous avait dit qu'il y aurait des réformes spectaculaires, elles seraient rapidement mises en place. Il a promis beaucoup de choses. Il avait promis le retour massif d'entreprises délocalisées. On attend toujours. Il y en a eu, mais c'est pas massif. Hein. Absolument. Il y en a eu, mais ce n'est pas massif. Les mêmes, je crois que c'est... il a fait des appels du pied à un constructeur japonais, je sais plus si c'était Mitsubishi ou très récemment, qui a dit écoutez non merci, je préfère continuer de fabriquer mes voitures au Japon parce que maintenant les constructeurs savent qu'il y a un risque juridique et politique américain qui n'était pas là hier. Ce qui était un état de droit, le rule of law, qui était un des avantages compétitifs majeurs des Américains, est en train d'être interrogé par la durée de la présidence Trump aujourd'hui. Est-ce qu'il peut quand même se targuer, Donald Trump, de quelques réussites? On voit l'indice Standard & Poor's 500, l'indice large américain, plus de 20% depuis son élection. Il a réussi, c'était une promesse, à nommer un juge très conservateur à la Cour suprême. Il avait dit qu'il se retirait de l'accord de Paris, il l'a fait. Il se vante même de la création d'1 500 000 emplois depuis son élection. Prenons un exemple précis sur les accords de Paris. Il l'a annoncé. De facto, les États-Unis ne sortiront pas des accords de Paris, je crois, avant 2022. Et ensuite, il faut écouter ce que tous les grands maires des États-Unis, notamment Michael Bloomberg, mais aussi le maire de San Francisco, les grands maires et les gouverneurs des États américains disent, c'est le gouvernement fédéral peut raconter ce qu'il veut, mais nous, les accords de Paris, nous allons faire en sorte que le pays les respecte dans ma ville, dans mon État, Et c'est là où l'on voit aussi que les institutions américaines sont assez bien faites. Quand le président, en fait un président seul, sans le pouvoir législatif ou la loi, ne peut pas aller très loin, est impuissant. Bon, et donc quand Donald Trump se targue, se vante de la bonne santé des marchés financiers, encore une fois, de l'économie américaine avec une baisse du chômage, c'est quand même vrai malgré tout, je ne sais pas d'où vous sortez les chiffres, qu'il y a 3% de croissance sur les 6 derniers mois. Est-ce qu'il y a un effet de Trump ou est-ce que ça n'a rien à voir avec son action? Non, je crois que ça a à voir beaucoup avec le cycle, cela a à voir aussi avec la façon dont l'administration Obama a géré les États-Unis pendant 8 ans, devant gérer notamment la plus grande crise financière depuis 1929, donc n'ont pas beaucoup de crédit à l'action de M. Trump. Bon, et en même temps les marchés sont portés, on le sait, les marchés ont acheté ce scénario de cette réforme fiscale de grande ampleur. Si elle devait être un petit peu écornée, light, atténuée, il y aurait un risque déceptif réel pour les marchés qui ont acheté ce scénario-là.
Écoutez, oui, certainement, il y aurait cela, il y aurait une révision à la baisse des attentes de résultats sur le S&P 500, il y aurait cela. Je pense que cela reste un facteur encore marginal par rapport à la politique monétaire, mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet avec un nouveau président qui va arriver dans... vous en pensez quoi d'ailleurs, juste en 2 mots, la nomination de Jérôme Powell, futur à la tête de la Fed, c'est le changement dans la continuité, parce que c'est la même politique, sauf qu'il est républicain, c'est ça? Il a cet atout-là. A safe pair of hands, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, très bien, merci à vous, merci pour ces commentaires. Édouard Tétrault donc était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama, essayiste et conseiller de dirigeants d'entreprise. Merci. Merci David.